Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité Zoom sur que nous consacrons ce soir à la 4e vague de la Covid. À l'heure où on se disait que la situation de la pandémie du coronavirus avait amorcé un recul, voilà qu'un nouveau variant Omicron, c'est son nom, a surgi un peu partout dans le monde et a commencé à se répandre à une vitesse vertigineuse. À en croire les bulletins quotidiens du ministère de la Santé, les tests Covid effectués ces dernières semaines ont mis en évidence la présence de ce variant dans différentes wilayas du pays, ce qui s'est traduit par une montée en puissance des contaminations. Devant la gravité de la situation, les autorités sanitaires ont appelé la population à appliquer les mesures de prévention, notamment la distanciation sociale, d'éviter à tout prix les grands rassemblements et les sorties inutiles. Les autorités ont également appelé les populations ou ont demandé aux populations que les tests de ce dépistage et le vaccin anti-Covid sont disponibles au niveau des centres de santé. Dans le but de faire le point sur les mesures prises par les pouvoirs publics en vue de freiner la propagation du virus, nous avons invité sur ce plateau Dr Ba Mamadou, chargé de mission, conseiller technique du ministre chargé donc de cette pandémie au ministère de la Santé. Dr Zainabou Methaïdi, inspectrice au ministère de la Santé et membre du comité régional d'appui et de coordination à Nouakchott-Ouest. Bonsoir donc et merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre le point de presse du ministère de la Santé consacré à la situation épidémiologique dans le pays. Durant les dernières 24 heures, 667 nouveaux cas ont été enregistrés, 123 guérisons et 2 décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 49 673. Le cumul de guérison est de 39 876 et le cumul de décès est de 888. Nous avons aujourd'hui 8 909 cas actifs. Les nouveaux cas enregistrés par Muqata. 11 nouveaux cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures à Amurj, 1 à Basknou, 9 à Naima, 6 à Timbedra, 20 à Ayoun, 3 à Koubani, 2 à Tamchikat, 6 à Tantan, 6 aussi à Barkewel, 2 à Gerou, 1 à Kankosa, 14 à Kifa, 7 à Kaidi, 5 à Mbout, 4 à Magama, 11 à Mongel, 3 nouveaux cas à Alag, 3 à Bababé, 7 à Bogué, 5 à Mokhtar Hajar, 16 à Boutilimit, 9 à Kermessein, 5 à Mderdra, 4 à Wadnaga, 33 à Arkiz, 19 à Rosso, 10 nouveaux cas à Oujeft, 30 à Atar, 6 à Shingiti, 1 à Wadan, 2 à Chami, 112 nouveaux cas à Nouadhibou, 17 à Mijriya, 3 à Tijikje, 13 à Khabou, 4 à Oulienge, 22 à Seribabi, 3 à Birmagrain, 8 à Afderk, 5 à Zouarat, 33 nouveaux cas au Ksar, 15 à Sabkha, 72 à Tafraq Zaina, 15 à Darnaïm, 25 à Tayarat, 10 à Toujounin, 29 à Arafat, 7 à Nmina et 10 nouveaux cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures dans la Muqata de Riyad. Pour les tests réalisés, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 4636, dont 4247 TDR et 389 PCR. Pour la situation de la vaccination, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 2880 premières doses, 2061 secondes doses et 91 doses de rappel. Ce qui porte le nombre total des personnes ayant reçu au moins une dose à 1 400 2846 et les personnes ayant complété leur vaccination à 935 015 et pour les personnes, le cumul de personnes ayant reçu la 3e dose à 17 610. Rebonsoir à tous et pour commencer, peut-on savoir si la situation
épidémiologique est réellement préoccupante. Merci, M. Addahi. Tout d'abord, pour corriger, je suis le conseiller technique du ministre chargé de la sécurité sanitaire. Merci. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que la situation épidémiologique est réellement préoccupante? Donc, on peut dire, sans se tromper, si on se réfère à la situation d'il y a un mois, je pense qu'elle est préoccupante parce que depuis le 31 décembre, avec le séquençage qui s'est fait, nous avons décelé 14 cas de positifs avec le variant Omicron. Donc depuis lors, comme vous l'avez observé, donc, la courbe de positivité n'a cessé d'augmenter. Donc elle a commencé à baisser il y a juste deux jours de ça. Et donc réellement, à un certain moment, la situation est préoccupante et reste préoccupante. Donc il faut continuer à respecter les mesures de barrière, à aller se vacciner et à continuer la sensibilisation auprès des populations pour faire la vaccination et les tests requis. Docteur Zainabou. Moi, je rejoins le docteur Ba, monsieur le conseiller, pour dire que je vais juste compléter, pour dire que c'est une épidémie, c'est une pandémie qui a été vertigineuse, d'une montée vertigineuse. Vraiment, elle nous a surpris par sa rapidité et les signes frappants cliniques frappants de cette pandémie. Mais en contrepartie, il n'y a pas eu vraiment de cas graves au niveau de la Mauritanie. C'est-à-dire que ce n'est pas comme le Covid-19, la Covid-19, mais c'est moins dangereux, moins grave, mais c'était vertigineux, c'était rapide. La contagiosité est rapide. Absolument. En quoi la nouvelle vague de Covid est-elle différente des précédentes? Comme je l'ai déjà dit, elle est différente de par le type de variant. Donc c'est un nouveau variant, l'Omicron, et il est caractérisé par une propagation rapide. Donc de par les chiffres, d'ailleurs les chiffres le disent, on parlait, donc la maladie se répand très vite, la contamination est très rapide, et donc à un certain moment, on a dépassé les 1000 contaminations par jour. Donc c'est dire que cette vague est différente de l'autre de par la courbe de positivité qui est partie ascendante de jour en jour les jours passés. Est-ce qu'on peut avoir une idée des symptômes de ce nouveau variant? Oui, les symptômes sont clairs. Il y a un rhume, il y a une grippe, un syndrome grippal, rhume, courbature, la fièvre. Et une toux qui est pénible, surtout au niveau de la sphère orale supérieure. D'accord. Et les muscles endoloris de fatigue extrême, des gens disent il n'y a pas, heureusement, de perte d'odorat, de goût. Non, pas du tout. Il y a une conservation, il y a une conservation de l'odorat, il y a une conservation de la dégustation. Donc, c'est moins grave que la fois passée. Et puis, ça guérit rapidement, heureusement, pour nous. C'est tout. Et les maux de tête? Oui, les céphalées. C'est un syndrome grippal. Le syndrome grippal, il a associé les maux de tête, il a associé une rhinite, un écoulement nasal, il a associé une toux qui est l'expression d'un écoulement à l'intérieur et surtout la fièvre aussi. Mais c'est contraignant du point de vue économique parce que les gens ne vont pas travailler, les gens sont paralysés, l'économie est un peu paralysée, mais heureusement qu'en 5 ou 6 jours, quand on recontrôle, on trouve une négativité qui est... Tant mieux. Et Omicron est-il moins dangereux, plus dangereux que les variants qui l'ont précédé, notamment Alpha, Delta? Non, de par vous savez, le coronavirus, jusqu'à présent, ça reste encore à l'étude. Donc, mais selon quand même les dernières études, le variant Omicron est beaucoup moins dangereux que le Delta, que le dernier qu'on a vécu, le Delta. Il se répand très rapidement et très largement au niveau des populations. Mais, comme a dit Zainabou, les principaux symptômes s'arrêtent là. Donc, il y a peu de cas qui vont jusqu'à l'hospitalisation, jusqu'à la réanimation. Ce qui est différent de Delta, bien sûr. Voilà, donc c'est surtout ça la grande caractéristique. Ce qu'on a peur, c'est qu'il y a beaucoup de malades au niveau des structures avec des symptômes que Zainabou a
à préciser. Donc le personnel, à un certain moment, ça va déborder. Mais au niveau des services de réanimation, quand même, d'hospitalisation avec état sévère, ce n'est pas le cas actuellement, heureusement. Donc c'est moins dangereux et c'est moins grave que le Delta. Ce qui fait aussi, qui n'est pas vraiment grave, c'est que on a constaté, et les études de ces jours-ci, parce que c'est tellement rapide, les études c'est en 24, 48 heures, 72 heures, et ils ont montré que le poumon n'est pas atteint. D'accord. Donc, et c'est ça qui fait que c'est moins grave, parce que la gravité du Covid, la Covid, c'était l'atteinte pulmonaire qui était vraiment mortelle. Vous l'avez dit donc, moins d'hospitalisation, moins de réanimation, moins heureusement de morts. Est-ce que c'est rassurant sur ce variant ou est-ce qu'il peut nous surprendre également et muter pour devenir plus dangereux? Écoutez, malgré ce qu'on a dit qu'il n'est pas dangereux, mais il reste dangereux pour certains types de personnes. C'est-à-dire les personnes âgées avec des comorbidités, ceux-ci peuvent être victimes. Et donc, si on fait les statistiques actuellement, tous les malades qui sont à l'état grave, c'est des malades principalement qui n'ont pas fait la vaccination. Donc c'est surtout ça, malgré c'est-à-dire la non-dangerosité extrême par rapport à Alpha et Delta, mais on trouve toujours quand même des gens dont l'immunité est faible, âgés, malades, non vaccinés, qui se retrouvent hospitalisés. Et donc c'est pourquoi la sensibilisation est axée sur la vaccination de ces personnes-là. Voilà. Et quelles mesures votre département, en l'occurrence celui de la santé, a engagé pour faire face à Omicron? Les mesures sont les suivantes. Monsieur Dr Ba peut me corriger. Les mesures sont les suivantes. C'est d'abord appliquer les mesures de protection qui sont le confinement, le semi-confinement en quelque sorte, le masque, la distanciation, le lavage des mains et la désinfection des mains. Donc, mais surtout, il y a un autre, c'est la vaccination. La vaccination, il faut la faire. On ne doit pas laisser quelqu'un entrer dans une maison où il y a un vieux, où il y a un malade qui a une hypertension, un diabète ou un déficit immunitaire primitif ou secondaire sans vaccination, parce que et sans aussi les précautions. Sinon, on court un risque. Donc le ministère a décliné une stratégie avec 4 piliers pour faire face à cette nouvelle vague. Donc le premier pilier, c'est celui de la communication et la sensibilisation. Donc c'est un pilier important. Non seulement le ministère de la Santé est appelé à le faire, mais les autres départements aussi sont appelés à le faire, surtout les autorités administratives et municipales. Donc ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier c'est le dépistage et la surveillance. Donc ça c'est les services du ministère de la Santé. Donc il faut tester le maximum de gens pour déceler les malades et les prendre en charge. Donc et le troisième pilier c'est la prise en charge. La prise en charge, c'est-à-dire une fois le patient malade, il faut que les structures soient prêtes pour l'accueillir, donc pour prodiguer la prise en charge adéquate. Et le quatrième, bien entendu, c'est la vaccination. Le quatrième pilier, c'est la vaccination. Donc il faut sensibiliser les gens, faire une sensibilisation vraiment accrue pour que les gens aillent vers la vaccination, qui reste l'un des éléments moteurs pour la lutte contre cette pandémie, en dehors des mesures de barrière. Voilà. Est-ce que la vaccination, les vaccins que l'on prodigue sont efficaces contre Omicron? Les vaccins, vous savez, les virus en général, d'une façon générale, il y a toujours les mêmes moyens de protection, on protège de la même manière, on sensibilise de la même manière. Le vaccin, il protège contre l'aggravation des signes. Et il permet que le malade ne soit pas hospitalisé à la réanimation, ne soit pas sous respirateur et sous oxygène. Voilà le vaccin. Donc, c'est pour cela qu'il faut insister sur cette vaccination pour nous protéger, pour protéger les gens qui sont vulnérables. Et pourquoi nos populations sont-elles réticentes à l'idée d'aller se faire vacciner? Est-ce qu'il faut des mesures coercitives pour les amener à se faire vacciner? Puisque vous êtes quand même des docteurs, vous êtes censés porter conseil aux populations réticentes.
Bon, Monsieur Adaï, vous savez, ce problème n'est pas seulement mauritanien. Partout dans le monde, il y a des réticences par rapport au vaccin. Un mouvement d'opposition. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est qu'il faut essayer de sensibiliser le maximum. Et pourquoi pas, d'ailleurs c'est une mesure tout dernièrement qui a été prise par les pouvoirs publics, aller vers des mesures coercitives. Par exemple, l'interdiction d'accès des services publics pour les personnes non vaccinées, et inciter les gens c'est-à-dire à se vacciner, c'est-à-dire conditionner la vaccination par l'accès aux services de l'État, l'État civil, les mairies, les services de base, tous les services de base. Donc le citoyen a besoin de conditionner ça par le vaccin. Déjà, ça commence à donner un résultat. Et donc les chiffres sont en train d'augmenter. Et je pense qu'il faut y aller. Comme l'a dit Zainabou, effectivement, il faut se protéger, mais la personne aussi non vaccinée, non seulement elle n'est pas protégée, mais aussi elle met en danger la santé des autres. Donc il faut pousser les gens au maximum d'aller se vacciner. Donc l'une des décisions importantes, c'est aussi d'empêcher la polémique et les fausses informations. Parce qu'il y a des gens qui disent, bon voilà, moi je suis vacciné, j'ai eu une fièvre insupportable, il y a une autre personne qui a été vaccinée et elle a perdu la vie. Donc c'est des choses qu'il faut lutter contre cette polémique et ces fausses informations. Pour ce qui est de la sensibilisation, les autorités administratives, les ONG, les élus sont en train de mener une campagne, de nous aider en quelque sorte. Ils ont fait des sites de sensibilisation et nous, on a profité pour faire des sites de vaccination et de dépistage. Chaque fois qu'il y a un site de vaccination ou un site de vaccination au niveau de, par exemple, à Nouakchott, je connais très bien, Nokta Sakhina, le XAR, la polyclinique, les marchés de la capitale, le carrefour de la BMD, le stade, à Sebra, il y a le Waqf, l'arrêt des bus. Donc ici, il y a des sites de sensibilisation et des sites de vaccination. Donc on appelle les gens à se faire vacciner et aussi on sensibilise sur l'intérêt de la vaccination. Et depuis que cette opération a commencé, à quel genre de difficultés font face les structures sanitaires qui sont sur le terrain? Bon, tout dernièrement, moi j'ai été dans deux wilayas, le Gorgol et le Guidimaka. Pour vous dire vrai, je prends, nos structures sont fin prêtes pour la prise en charge des patients. Donc, à mon sens, rien ne manque et le personnel est prêt pour faire face à cette nouvelle vague. Tout le matériel et les intrants ont été disponibilisés au niveau des structures. Les hôpitaux, chaque hôpital a mis en place une unité de Covid avec une équipe prête. Donc je pense que dans l'ensemble, quand même, tout est fin prêt pour la prise en charge des patients. Et d'ailleurs, c'est ce qui se reflète dans le point de presse quotidien du ministère. On a le chiffre des malades hospitalisés. Et donc, à travers tout le pays, de Nema jusqu'à Zouerat, tous les services hospitaliers sont prêts. Ou bien ils ont un malade qui se prennent, ou deux malades ou trois qui prennent en charge, ou bien il n'y a pas de malade. Et donc, mais dans l'ensemble, quand même, pour résumer, les structures sanitaires sont fin prêts pour la prise en charge. Elles sont prêtes, donc il n'y a pas de manque de vaccins, il n'y a pas de manque de personnel. Le seul problème je vais compléter un peu, monsieur le conseiller, le chargé de mission. Le seul problème, c'est qu'il y a quelques personnels quand même qui sont contaminés. Donc ça nous a un peu handicapés au début, mais après, chacun est remplacé par... On a créé des cellules pour un effet rebond contre ce cas. Le problème, plutôt pas le problème, ce qui fait aussi la particularité de cette pandémie, Omicron, ce variant Omicron, c'est que les hôpitaux ne sont pas débordés. On n'a pas assez de cas graves. Il y a de la place pour tout le monde. L'oxygène existe, l'oxygène est là. On a eu le temps, au moins, au niveau des hôpitaux, pour prendre en charge, pour se préparer pour un afflux de malades graves. Et jusqu'à présent, on n'a pas de problème. Et quelle appréciation faites-vous des efforts de sensibilisation entrepris au niveau des marchés par les départements de l'intérieur, de la sécurité, l'apport également de la société civile
Non, c'est et une le occasion, ministère, c'est une occasion qui m'est permis sur votre plateau de féliciter franchement le département des affaires de l'intérieur, la volonté de l'administration territoriale et municipale, les autorités municipales, enfin montre d'une grande volonté pour la sensibilisation. Donc j'ai été dans les deux régions, donc le Wali, tout son staff, les Hakam, les maires et le conseil municipal, les conseils régionaux, tout le monde est sensible, tout le monde est mobilisé pour la lutte contre cette pandémie. Et donc les comités régionaux ont été redynamisés, et les comités départementaux ont été redynamisés et on travaille de sensibilisation dans les marchés, dans les gares, dans les points de rencontre, un peu partout, et engagé depuis quelques jours. Et je pense que ça commence à donner du résultat parce qu'on voit la courbe de vaccination qui augmente et la courbe de positivité qui commence à diminuer depuis 2 ou 3 jours. Donc c'est une occasion vraiment de féliciter les pouvoirs publics pour leur mobilisation pour la riposte contre cette pandémie. Et quel est le travail qu'accomplissent vos équipes que vous avez dépêchées à l'intérieur du pays? C'est également très important. Quel est leur quotidien? Comment cela se passe? Est-ce que les différents départements de l'État coordonnent, tiennent des réunions? Il y a un suivi? C'est là aussi important. Dès notre désignation pour les comités, nous avons pris contact avec chaque Wali et c'est le Wali a convoqué toutes les personnalités administratives, municipales, les élus municipaux, les ONG. Nous avons fait des réunions avec aussi l'État, plutôt la protection civile. Le ministère de l'enfant et de la famille, le ministère, tous les ministères concernés étaient là. Nous avons fait une réunion. Ils ont réactualisé leurs commissions. Ils avaient des commissions. Les dernières pandémies ont obligé tous les ministères à avoir des commissions. Ils les ont réactualisées. Et je vous assure qu'en moins de 12 heures, des sites ont été mis en place. Un plan d'action a été établi et je pense que c'est grâce à ça que nous avons aujourd'hui 600. Et comment ces équipes travaillent sur le terrain de façon très claire, qu'on puisse expliquer? Non, il y a des équipes. Est-ce qu'ils font du porte-à-porte, par exemple? Est-ce qu'ils aillent faire de la sensibilisation auprès des foyers? Je pense qu'on n'a pas eu besoin du porte-à-porte parce que les moyens de sensibilisation qui ont été déployés, ils sont efficaces. Ils sont efficaces. Ils sont efficaces, c'est-à-dire au niveau des marchés, au niveau de toutes les places où il y a un attroupement, où il y a un afflux de personnes, où il y a des gens, au niveau de notre Sahel, par exemple, le point chaud. Et ça a fait que, moi, par exemple, ce matin, j'étais au stade. Le matin, ils étaient à 30. Je suis parti, j'ai fait 2 heures de temps, ils étaient déjà à 300 presque, vaccination. Mais de façon générale, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce point, le travail de vos équipes sur le terrain? Non, c'est un travail, comme je l'ai dit, c'est un travail qui est formidable à tout point de vue, à Nouakchott et à l'intérieur. Il y a une mobilisation vraiment très grande. D'ailleurs, quand vous regardez le journal aussi bien en arabe qu'en français, vous voyez à travers tout le pays une mobilisation sans précédent, il faut le dire, par rapport aux autres vagues, de toutes les autorités, que ce soit administratives, sécuritaires et sanitaires. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie. Il faut qu'on continue sur la même lancée de sensibilisation et d'inciter les gens à aller à la vaccination. Je pense que d'ici 2 ou 3 jours, nous verrons la courbe baisser et Inch'Allah, nous pourrons vaincre cette pandémie. Il faut signaler aussi qu'au niveau de ces sites, les autorités administratives ont mis à la disposition de la population les masques. Ils ont mis à la disposition des populations les antiseptiques pour désinfecter les mains. Et ils nous ont beaucoup aidés. C'est un peu la curiosité du journaliste. Est-ce qu'on peut avoir une idée de combien de vaccins les équipes de votre département vont-elles administrer par semaine, par exemple? Vous avez une idée de ça? Aussi bien au niveau de Nouakchott qu'à l'intérieur pour s'assurer du contrôle et du suivi de leur travail.
Non, tout ce que je peux dire, je n'ai pas les chiffres avec moi, mais quand vous suivez le point de presse, c'est détaillé. Mais l'important, c'est de comparer, par exemple, aujourd'hui par rapport à hier, par rapport à avant-hier. Les chiffres sont ascendants par rapport à la vaccination. Donc ça ne fait qu'augmenter aussi bien à Nouakchott que dans le reste du pays. Les tests de même, ils ne font qu'augmenter. Donc les gens vont aller vers les tests pour savoir leur statut. Donc c'est important, ces deux facteurs, c'est des indicateurs importants. Donc on est optimiste que... et la dernière, il y a eu 5 campagnes déjà de vaccination. Et déjà le chiffre ne fait qu'augmenter. Et elle continue, la vaccination routinière continue. Donc je pense que d'ici quelques temps, on pourra quand même atteindre l'objectif de vaccination. Ouais. Parce que les gens sont conscients que la vaccination reste l'un des éléments importants, sinon le deuxième, après les mesures barrières, pour se prémunir de cette pandémie. Et les gens vont vers la vaccination. Voilà. Après l'apparition d'Omicron, est-ce que les gens sont rassurés ou inquiétés du fait que demain peuvent apparaître des variants plus dangereux, plus contagieux que Alpha, que Delta, qu'Omicron? Il y a déjà l'apparition d'un variant qui est le Delta Omicron, l'association Delta Omicron. En tout cas, je l'ai entendu. Mais ça ne nous inquiète pas parce que nous, quand on prend des mesures et quand on met dans notre culture qu'on doit être toujours prêt, qu'actuellement il y a des pandémies et ça peut venir n'importe comment. Et ça nous permet aussi de nous organiser nous-mêmes. Il y a un DCAD social qui ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est plus le moment. On ne peut pas faire du va-et-vient dans la famille. On ne peut pas sortir n'importe comment. On ne peut pas venir sans laver les mains, rentrer de la rue sans laver les mains. On ne peut pas s'approcher toujours des gens, c'est-à-dire boire le même thé. Il faut qu'on change un peu de culture pour qu'on puisse s'adapter à ces changements virologiques qui nous menacent toujours. Et je pense que si on met des bases à notre nouvelle vie, et je pense qu'on va toujours s'adapter aux virus et aux pandémies. Je pense que vous le savez tout autant que moi, les autorités ont interdit les rassemblements dans les lieux publics, les mariages également. Heureusement, mais ce n'est malheureusement pas le cas pour les élèves et les étudiants. Est-ce que c'est rassurant? C'est une façon de dire que, d'autant plus que vous connaissez un peu. Moi, je suis enseignante à la faculté de médecine. Oui. Je sais je pense qu'on ne peut pas arrêter l'enseignement. L'enseignement, on ne peut pas déjà, on a des problèmes. Si on l'arrête à chaque pandémie, je pense qu'on ne va pas avancer. Mais il y a des mesures qui vont être prises. D'abord, on va profiter pour vacciner tout le monde. On a à peu près combien 50 000 entre les enseignants, les gens de tout le monde, de l'université et des écoles à vacciner. Donc, en tout cas, je vous parle de Nouakchott. Quand je vous parle parce que je suis sur la région de Nouakchott-Ouest. Donc, on va profiter pour vacciner les gens, mais aussi on va essayer de les sensibiliser pour qu'il y ait des mesures draconiennes pour qu'il n'y ait pas de propagation, la distanciation, le port des masques, la désinfection. Parce que si on arrête l'enseignement, quand même, moi, personnellement, c'est un avis personnel, je ne vois pas comment notre pays doit arrêter. On l'a déjà assez arrêté, je pense que c'est pas... Moi, je pense que, pour compléter Dr Zainabou, l'option de l'État, c'est de ne pas arrêter la vie ordinaire des citoyens et la vie d'une façon générale des pays. Donc, on essaie de vivre avec le virus, mais en respectant scrupuleusement les mesures de barrière, en disponibilisant les masques,
en disponibilisant les masques, en disponibilisant le vaccin et en disponibilisant la prise en charge dans le cas où il y a le malade. Je pense que c'est exactement ce que l'État a opté pour faire. Et donc, la vie continue. Et donc, pour les étudiants et les élèves, aussi, ils ont repris ce matin, mais avec un respect strict des mesures de barrière. Il y a une distribution de masques, il y a une distribution de gel, il y a le respect des distanciations dans les salles de cours. Et aussi, il y a des sites de vaccination qui sont disponibilisés dans ces structures scolaires. Donc je pense que c'est ça un peu l'option de l'État, de continuer à vivre avec le virus, mais tout en prenant les mesures nécessaires pour qu'il ne se répande pas. Voilà. Est-ce que cette extrême contagiosité d'Omicron ne va pas nous conduire en quelque sorte vers l'immunité, puisque les gens seront immunisés soit par Omicron, soit par le vaccin? Oui, selon les études, effectivement, quand il y a un grand nombre de cas déjà de contaminés, plus celui de vaccinés, il y aura déjà une immunité naturelle qui va s'installer. Et donc, le virus va disparaître, ou bien il va complètement s'atténuer et devenir une maladie banale comme un rhume simple, ou quoi que ce soit, ou pareil. Voilà, donc l'immunité sera acquise à travers, c'est-à-dire la contraction du virus, ou bien à travers la vaccination. Voilà. Est-ce que les patients infectés par Omicron sont aujourd'hui hospitalisés ou non? Leur cas ne nécessite pas de... C'est très rare. Les hôpitaux, quand je parle... Non, il y a des cas, mais très rares. Comme je l'ai dit, c'est des cas, c'est des gens qui ne sont pas vaccinés et avec des comorbidités. Donc, ce sont ces cas-là qui ont des symptômes apparents et qui vont aller quelquefois jusqu'à être hospitalisés. Ce sont ces cas-là et le nombre n'est pas... Actuellement, si j'ai bon chiffre, à peu près une cinquantaine d'hospitalisés, dont à peu près une vingtaine de cas graves. Donc les cas graves, c'est des gens qui ont des antécédents de maladies graves et certainement aussi de gens qui ne sont pas vaccinés. Voilà. Mais est-ce qu'il y a suffisamment de vaccins pour pouvoir un peu s'assurer que tous les Mauritaniens, que toute la population soit mise à l'abri au moins pour ce qui est de la vaccination? Il y a suffisamment de vaccins disponibles pour vacciner toute la population. Et différents types aussi de vaccins. Et différents types de vaccins. Le seul vaccin qui était en rupture un peu, c'est l'AstraZeneca et qui devait arriver aujourd'hui ou demain normalement. Donc tous les autres types de vaccins sont disponibles. Les Sinopharm, les Pfizer, Johnson. Pfizer, et c'est ça. Voilà. Est-ce que les ONG, vous en avez parlé, est-ce qu'elles sont mises à profit pour, comme les oulémas, comme les ULI, pour aider un peu votre département à faire passer le message et insister sur le fait de se faire vacciner? Non, le volet sensibilisation, c'est surtout ces gens-là, c'est surtout les ONG, c'est surtout les imams, c'est surtout les autorités administratives et municipales, c'est la société civile. Ce sont ces gens-là qui s'occupent vraiment du volet de la sensibilisation. Donc le ministère de la Santé donne les supports, mais la sensibilisation est faite par ces gens-là, parce que c'est des gens qui ont des relais communautaires dans nos sociétés et qui peuvent aller jusqu'au plus loin au sein des populations. En fait, nous avons une cartographie de ces acteurs. Les autorités administratives savent quand est-ce qu'il faut les réactiver et quand est-ce qu'il faut les appeler. Et là, quand on les a appelés, vraiment, ils sont venus. Et on l'a senti dans les résultats. On a senti une nette diminution parce qu'on était parti de 1149, 147, on sommes aujourd'hui à 600. Donc ça, c'est une pente qui est descendue très rapidement. Donc je pense que les imams, le vendredi passé, toutes les khutbahs étaient consacrées à l'Omicron, donc à ce variant. Et je pense que normalement, on le sent dans la vie on sent les gens, on voit les gens mettre leur masque. À certains moments, les gens ne mettaient plus de masque, maintenant, ils mettent le masque. Et on sent qu'ils sont sensibilisés. Peut-être qu'ils n'ont pas peur, mais ils sont sensibilisés quand même de la gravité de la chose, que leur responsabilité, c'est de protéger les gens. Et il faut se protéger et protéger les autres.
Pourquoi ils n'ont pas peur? Pourquoi les gens n'ont pas peur? Bah, c'est la Mauritanie, hein, c'est les Mauritaniens. C'est quelque chose de particulier à nos... Non, mais c'est notre, malheureusement, c'est une partie de notre population. Tant qu'il n'est pas victime ou bien son entourage n'est pas victime, il n'y croit pas. Donc notre rôle, c'est de les sensibiliser. C'est de les sensibiliser, faire le maximum que lui, il n'ait pas cette maladie et son entourage n'ait pas cette maladie. C'est ça, que le virus est là, il circule, qu'il y a des malades qui sont là. Et donc, de faire tout pour se prémunir de cette maladie. Mais c'est une incompréhension. Et donc, le rôle de la sensibilisation, c'est surtout ça. Donc, il faut aller vers ces gens-là, leur expliquer la gravité de la situation et qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités, aussi bien vis-à-vis de sa personne que de son entourage. D'accord. Et pour ce cas particulier, est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'imposer aux voyageurs, parlons un peu du transport interurbain, la vaccination à l'entrée ou à la sortie de nos villes? Oui, oui, à l'entrée surtout. Comment? À l'entrée, l'entrée d'abord du pays, au niveau de l'aéroport, au niveau des frontières, il y a des sites de contrôle. Celui qui a une PCR qui n'est pas de moins de 72 heures, il ne rentre pas. S'il est étranger, il est complètement refoulé. Les frontières, d'accord. Oui, il est refoulé. Ouais, s'il est mauritanien, il est gardé en confinement. Et il y a aussi la vaccination qui doit être moins de 2 semaines. Donc, plus de 2 semaines, pas moins, plus de 2 semaines, autant pour moi. Et c'est ça c'est une rigueur actuellement au niveau du ministère de l'Intérieur qui l'applique et en collaboration, bien sûr, avec le ministère de la Santé. Ça, c'est pour nos frontières avec les pays voisins. Mais moi, je pense plutôt au interurbain. Oui, au transport interurbain. Ça a été fait. Des dispositions ont été faites. J'étais en week-end hors de Nouakchott et j'ai pris la route de Rosso-Nouakchott et je n'ai pas vu de contraintes, je n'ai pas vu des transporteurs arrêtés, je n'ai pas vu de bus pour exiger que les voyageurs soient vaccinés. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui, comme scientifique, comme médecin, comme docteur, l'utilité d'exiger de ces gens qui s'en vont des villes et qui reviennent aux villes la nécessité de les vacciner, de leur imposer cette vaccination? Non, cette mesure a été prise. Cette mesure a été prise d'ailleurs dans le comité interministériel et aussi dans la réunion entre les deux départements, la santé et l'intérieur. Elle n'a pas encore été appliquée. Elle doit être appliquée. En tout cas, dans les deux régions où j'étais, au Gorgol et au Guidimaka, le Wali, nous avons fait un tour avec le Wali et les autorités sécuritaires dans les gares, dans les différentes gares. Donc on a dit, ils ont sensibilisé les chauffeurs, c'est-à-dire chaque chauffeur de transport est responsable de ses passagers. Donc il ne doit prendre un passager qui est vacciné et qui a son masque. Donc s'il le fait et qu'à la sortie, les autorités sécuritaires le trouvent, on le refoule tout de suite. Il n'aura pas à faire le voyage. Donc là, j'ai été témoin dans les deux wilayas. Les autorités administratives et sécuritaires ont été dans les gares et ils ont sensibilisé les chauffeurs que désormais, ils ne prennent aucun chauffeur qui n'est pas vacciné, qui n'a pas sa carte vaccinale ou bien qui n'a pas son masque. Donc, et aussi dans les gares, on a disponibilisé des sites de vaccination. Donc, quelqu'un qui veut voyager, qui n'est pas vacciné, voilà, le site est à côté, il se vaccine et là, il prend son masque et il peut voyager. Donc la consigne est faite. Bon, si ce n'est pas appliqué, là c'est dommage, mais quand même la consigne à travers tout le pays d'ailleurs, ça a été donné. Et parmi ceux que nous avons rencontrés, ils se demandent est-ce qu'il y a possibilité, dans le cadre du rappel, de s'être vacciné par un vaccin particulier, l'AstraZeneca par exemple, et de faire son rappel par un autre vaccin. Est-ce que c'est possible? Puisqu'il y en a parmi eux qui évoquent le fait que Johnson & Johnson est très fort, il a des effets secondaires, il terrasse pendant 2 semaines et qu'ils auraient préféré prendre l'AstraZeneca, les Sinopharm. Est-ce qu'il y a possibilité de faire son rappel avec un autre vaccin qui n'est pas le premier? À ma connaissance, en tout cas selon les études faites, après 6 mois, 7 mois de la deuxième dose,
déjà l'immunité est diminuée. Et donc, on peut renforcer cette immunité par n'importe quel vaccin. C'est ce qu'on a fait dans les sites de vaccination. Personnellement, moi, j'ai pris les 2 premières doses de Sinopharm. Et la 3e dose, je l'ai pris Johnson & Johnson. Et je n'ai eu aucun problème. Voilà. Oui, c'est ce qu'on a préconisé, c'est-à-dire qu'actuellement, il y avait une petite rupture d'AstraZeneca. Et on a convenu qu'on peut faire la 3e dose avec le Johnson ou bien avec le Pfizer. Et ça a été fait au niveau des sites de vaccination pour la plupart des gens. Est-ce que cela, c'est des consignes qui ont été données aux chefs de centre de santé? Bien entendu. Nous sommes là-bas pour leur donner ces consignes. Il y a des directives claires. Il faut bien qu'on se demande, on est là pour édifier les chefs de centre et nos auditeurs. Oui, absolument. Il faut bien qu'on sache est-ce qu'il y a cette opportunité. Puisque nous, mais vous êtes là pour ça. Quelqu'un que j'ai rencontré m'a dit qu'il a été dans un centre et qui lui a dit qu'il n'est pas possible de prendre son rappel avec un vaccin autre que celui avec lequel il s'est vacciné la première fois. En tout cas, là, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle. Comment s'effectue la conservation de ces vaccins? Est-ce que elle se fait dans les normes? La chaîne de froid est respectée. Tant mieux. Ça aussi, c'est important. Il y a des dans le cadre des rumeurs que nous entendons, il faut bien que ce soit les gens soient rassurés. Vraiment, elle est conservée. La chaîne de froid, elle n'est interrompue à aucun moment. À partir du PV, à partir même de l'arrivée des vaccins, ils sont conservés. Ils sont conservés jusqu'à la vaccination directe. Ça, je vous le garantis. Notre système de santé a une expérience très ancienne, de plus de 40 ans. On fait les vaccins. Et donc, la chaîne de froid est assurée, aussi bien en Nouakchott qu'à travers tous les pays. Absolument. Donc, sur ce plan, il faut vous tranquilliser. Les vaccins sont bien conservés et en très bonne situation sur le plan froid. Est-ce que l'OMS, d'ailleurs, autorise cette initiative? Non, l'OMS, je dis bien. Est-ce qu'elle encourage à aller dans ce sens du rappel des vaccins, puisque nous suivons un peu des informations. Et hier déjà, l'OMS disait qu'il vaudrait mieux ne pas aller dans le sens de cette multitude de vaccins. Monsieur Adahi, je pense que cette information, il ne faut pas la prendre contente. C'est la polémique. C'est la polémique. Il faut bien qu'on l'évoque. Oui, il faut pour bien être rassuré du contraire de son fondement. Bien entendu, je pense qu'il n'y a rien d'officiel dans ce sens, si bien que d'ailleurs, si on regarde à travers le monde, il y a beaucoup de pays qui ont déjà fait ce rappel, donc il n'y a aucun problème. Mais cette nouvelle, on l'a vu, mais il faut prendre ça entre guillemets. Je ne pense pas que ça soit une nouvelle qui vient de l'OMS, non. Tant mieux. Et nos enfants, nos petits-enfants, est-ce qu'il y a nécessité que les ados, que les enfants puissent être vaccinés prochainement, puisqu'en Europe, c'est le cas. Ils commencent déjà à vacciner de 12 ans à 17 ans, nous avons déjà lancé à partir d'aujourd'hui, depuis ce matin, de 12 ans, mais même avant, mais comme l'ouverture c'était aujourd'hui, donc de 12 ans à 17 ans, nous avons lancé la vaccination pour cette tranche d'âge. Les autres, avant 12 ans, il y a une immunité naturelle, une immunité déjà qui a été acquise, une forte immunité chez l'enfant dans ce domaine-là, parce qu'il y a l'immunité de la mère et il y a aussi l'immunité qui est acquise par l'enfant. Mais à partir de 12 ans, il y a la vaccination. Et depuis ce matin, on est sur ça, dans les écoles et dans les... Oui, pour la compléter un peu, effectivement la tranche d'âge a été élargie, donc de 12 ans à 17 ans. Mais pour le reste, c'est-à-dire pour les enfants moins de 12 ans, les mesures barrières doivent être respectées. Voilà, donc les enfants doivent avoir leur masque. Et donc aussi, on a distribué beaucoup de masques, des dizaines de centaines de milliers de masques aux écoles. En milieu scolaire. Donc les enfants qui ne sont pas susceptibles d'être vaccinés sont appelés aussi à respecter les mesures barrières. Donc c'est un peu le devoir des parents et des éducateurs. Voilà. Puisque nous avons docteur Zainabou, une femme avec nous, est-ce que les femmes qui sont enceintes peuvent se faire vacciner sans problème? Oui, absolument. Absolument. Est-ce que vous leur conseillez à ces gens? Absolument, la femme enceinte doit se vacciner.
Elle est fragile. La femme enceinte, elle est fragile. Elle rentre dans la tranche de la population fragile. Et ça n'aura aucun non. Aussi bien la femme en état que la femme qui allait. Oui, toutes les deux doivent se vacciner. Mais moi, je vais profiter un peu, puisqu'on a parlé de la femme. Je vais dire que la femme, elle est responsable du foyer. Elle est responsable du noyau de la société. Elle peut gérer cette pandémie en Mauritanie. Si elle décide, elle veut que ça disparaisse, ça va disparaître parce qu'elle va prendre des mesures. Elle sait comment prendre des mesures. C'est elle qui est la chef de la famille. C'est elle qui protège les vieux, les personnes vulnérables. Et c'est elle qui peut empêcher les fêtes d'aller dans les salles de fêtes. Parce que s'il n'y avait pas de femmes, il n'y aurait pas de salles de fêtes. Et je pense que si elle décide de diminuer la pandémie, elle va la diminuer. Si elle décide de la lancer, elle va la lancer parce qu'elle a ses moyens. Moi, je pense que la femme doit jouer son rôle ici. Son rôle, c'est quoi? C'est d'éviter tout ce qui va répandre ce variant, de l'arrêter. Et la plupart du temps, c'est surtout les regroupements des femmes, les regroupements dans les baptêmes, dans les mariages, dans tout ce qui est, même à la maison, avec les copines, il y a des gens qui sont vulnérables dans chaque maison. Il y a des gens qui sont vulnérables dans la rue. Il faut les protéger. Et c'est la femme qui peut jouer. Je l'ai déjà dit à Hassania d'autres jours, mais je l'ai dit aujourd'hui et je le répète, la femme a entre ses mains l'avenir sanitaire de notre pays. Est-ce que les personnes qui désirent de se faire vacciner doivent impérativement faire ou nécessairement faire un test Covid avant? Est-ce que c'est important? Non. S'il n'y a pas de signe. Parce que beaucoup de gens également se demandent est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux aller faire s'il le n'y a test pas et de attendre signes, un peu? non, s'il n'y a pas de signes cliniques, il ne faut pas faire, faut se vacciner. Il y a des sociétés, il y a des établissements qui exigent de leur employeur d'amener une attestation comme quoi la PCR est négative ou le test est négatif. Ça, c'est des gens, en général, c'est des étrangers, mais ceci n'oblige en aucun cas un test avant la vaccination. Quand on n'a pas de test, quand on n'a pas de signes, on peut se vacciner. C'est exact. Ouais. Mais les signes comme quoi, par exemple? Les signes de la maladie. Oui. Les syndromes de la fièvre, période d'hiver, la fièvre, le rhume. On sent quoi? Les courbatures. D'accord. C'est ça. Dès qu'on sent ça, il vaudrait mieux faire un test avant la vaccination. Avant de se faire vacciner. Et s'il est positif, il faut attendre une quinzaine de jours pour se vacciner. 7 à 15 jours pour se vacciner. Et tout cela gratuitement, bien sûr. Ah oui. Si vous avez trouvé une clinique qui fait ça, qui fait payer, il faut le soignant doit la dénoncer et des mesures seront prises. C'est l'occasion également de parler un peu de vos partenaires, les gens qui vous soutiennent, qui vous accompagnent, qui accompagnent le département. Donc nous avons, depuis le début de la pandémie, nous avons des partenaires techniques et financiers qui sont à nos côtés, donc les différents partenaires techniques et financiers, donc en l'occurrence l'OMS, l'UNICEF et les autres pays dans le cadre de la coopération bilatérale. Donc on peut citer la Chine, on peut citer la France, on peut citer les États-Unis. Donc c'est des pays qui sont venus nous appuyer en termes de vaccins, en termes d'équipements, donc en termes de moyens de prévention. Donc c'est l'occasion de les remercier vivement pour cette coopération. Est-ce que notre personnel sanitaire est aujourd'hui aguerri pour faire face aux variants actuels et ceux qui pourront survenir demain, par exemple? Oui. Donc, dans le cadre de la PCI, c'est-à-dire la prévention et le contrôle des infections, le personnel sanitaire est formé pour se prémunir de ces maladies. Donc, c'est eux qui font face à la maladie et sont face aux malades. Donc, il faut qu'eux-mêmes soient protégés. Donc, il y a des équipements de protection, il y a des gestes qu'il faut adopter, il y a une formation. Et donc, je pense que ça a été fait et ça continue à le faire. D'ailleurs, hier, il y a eu une formation qui a été ouverte à NEMA dans ce cadre-là, dans le cadre de la prévention et du contrôle des infections, à l'intention du personnel. Donc, c'est pour se prémunir. Donc, mais malgré tout, c'est des personnes aussi, on a eu des cas
où il y a des membres du personnel sanitaire qui ont été contaminés. Mais quand même, l'essentiel, qu'il faut faire face à la maladie, mais faire face à la maladie en la connaissant bien, donc et pouvoir se prémunir par des mesures de prévention et de protection. Depuis l'apparition de ce variant Omicron, il n'y a pas de cas graves, très graves. Très rare. Très rare. Parce que vraiment, vous devez même ne pas entendre les ambulances à l'intérieur le soir. Les dernières pandémies, c'était vraiment catastrophique. Maintenant, non, il n'y a pas de cas graves. Exceptionnel quand même, très rare. Très rare. Et comme je l'ai dit, s'il y a des cas graves, c'est des gens qui ne sont pas vaccinés. Qui ont des maladies chroniques qui sont là et qui ne sont pas vaccinés. Et qui sont âgés. Donc là, c'est une occasion encore d'appeler encore les gens d'aller vers la vaccination. Voilà. Tant mieux. Le temps est parti à l'émission, touche à sa fin. Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire aux téléspectateurs et aux Mauritaniens de façon générale? Donc, comme je l'ai dit, c'est une vague, cette quatrième vague de la Covid est caractérisée par une diffusion très rapide, donc avec ce nouveau variant Omicron. Et des mesures sanitaires ont été prises par l'État sous la directive de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et le gouvernement s'est attelé à prémunir le peuple de notre pays de cette pandémie en prenant des mesures très, très drastiques et très fortes qui ont commencé à donner des résultats. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut qu'on continue dans la même lancée de sensibilisation pour respecter les mesures barrières et pour aller vers la vaccination. Donc grâce à ça, nous pourrons vaincre cette pandémie. Je dirais qu'il faut appuyer les autorités administratives, il faut appuyer le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur. Par quoi? Par le respect des mesures de protection. Les masques, la distanciation, le lavage des mains et la sepsie. Et surtout, la vaccination. Voilà. Tant mieux. Merci donc à nos invités. Je rappelle qu'il s'agit de Dr Ba Mamadou, conseiller technique du ministre de la Santé chargé de la sécurité sanitaire, et de Dr Zainabou Medhaïdi, inspectrice au ministère de la Santé et membre du comité régional d'appui et de coordination de Nouakchott-Ouest. Merci également aux téléspectateurs et aux téléspectatrices qui ont bien voulu suivre ce énième numéro de Zoom sur. Merci à l'équipe de rédaction de la télévision qui a permis la réalisation de ce Zoom sur, aux caméramans ici présents, aux gens de la régie et à la prochaine. في عالم الصناعات الاستخراجية كل شيء لافت وجديد بالنسبة للزائر الغريب. فهذه الشاحنة ذات العجلات العملاقة تحمل على متنها أزيد من 200 طن من خام الحديد. فرضت لنفسها بقوة المحركات نظاما مروريا خاصا، وخطت بوزنها الثقيل الطريق الذي تسلكه وهي تمشي الهوينة إلى البئر الاسطواني الضخم لتفريغ حمولتها وبكل صخب.
هنا يبدأ محمد محفوظ مرحلة جديدة من المعالجة باستخدام جهاز تحكم تقني ومحرك يدوي مع توجيه لسائق الشاحنة عبر الاتصال اللاسلكي نحو الهدف. عندها تبدأ الجعجعة والغربلة لتكسير الحجارة وتخفيف وزنها ثم تقطيعها إربا مع إزالة الزوائد المعدنية. نشتغل اوبراتور هون في كونكسر. شغلتنا عندنا يجي هون بداية نحو قدامنا اوبراتور، إذا عاد اللي عنده رابور يعاد يعطيه هنا نشدوا على اخبار، اذا عاد كانت كونكسر عنده خسارة ولا شيء يقول هنا كاوبراتور سابقنا. من انت ندمروا عندنا صاحب البيسي واللي يعطينا دردنا ندمروا، وانت ندمروا عندنا البوتون هي مرش هنا قمسوها ندمروا كونكسر. بعد ساعة عقب ذاك حدنا نقدر نقعد نبنوا الكمين، عيطوا له اليمين يشوفنا نبنوا الكمين، بعدين نبنوا الكمين نبنوه بالشور كي نقول واحد يبني يعطي ساعة شوي ويبني مرة أخرى، يعطي ساعة يفوت يمشي برودوي حد نعود عقب ذاك نقدر نقول في داش. بعد تحديد المقاس والصنف والحجم تأخذ الحجارة المشبعة بمعدن الليماتيت مسارا آخر يتولى فيه الشريط الجوال نقل المادة إلى المسح الآلي لتنقيتها من الشوائب وصقلها من الأتربة والغبار ومن شظايا الحجر. تقوم المعالجة على 3 مراحل. المرحلة الأولى وهي مرحلة تخفيض حجم الحجارة المشبعة بالمعدن إلى ما دون 250 ملم. تليها مرحلة ثانية وهي مرحلة يتم فيها تقليص حجم المعدن إلى ما دون 40 ملم. لتتلو ذلك عملية ثالثة وهي عملية أخيرة وفيها يتم تقليص حجم المعدن إلى ما دون 10 ملم. ومع مواكبة التطور الحاصل عالميا في المجال، عملت الشركة الوطنية للصناعة ومناجم سنيم على إدخال تحسينات إلى المنشأة مكنت من توسعة نطاق عملها في المجال، وهو ما كان له الأثر البين على الإنتاج اليومي من الحديد. تؤكد المعطيات الفنية أنه من النتائج الإيجابية التي حققتها هذه التوسعة الجديدة فك الارتباط الكلي بالمنجم من جهة وبالقطار من جهة أخرى، حيث أصبح العمل متواصلا في جميع مكونات المنشأة ليل نهار وعلى مدار الساعة.